Salut. Vous savez, il y a un truc que j'aime pas beaucoup sur internet, et ce truc c'est ce genre de post ou de vidéo qui tente d'établir un classement ou tout du moins une liste des scènes les plus violentes et choquantes de la Japanimation, et dans lesquelles on retrouve systématiquement les mêmes animés cités, comme par exemple cette scène de Blood C, celle-ci de Full Metal Alchemist ou encore celle-là d'Higurashi. Mais sérieux, c'est quoi cette bouffonnerie? Eh bien cette bouffonnerie, comme tu dis, c'est le genre de contenu assez populaire sur certains réseaux et qui me font pas mal penser à ce genre de post où le mec dit Comme ça on trouve que les animés c'est pour les enfants, hein. Bah tiens, bim, des images sanglantes d'animés. Tu la ramènes moi à ta gueule, hein. Des posts que je trouve assez ironiques puisqu'ils veulent montrer que les animés c'est violent en montrant des images d'animés qui sont pas violents. Genre sérieux, des exemples d'animés choquants c'est Mirai Nikki, Tokyo Ghoul et un opening de l'Attaque des Titans. Genre sérieux, t'avais pas mieux à proposer? Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer? Ouais bon, laisse tomber. Mais certes, ces contenus sont d'une vanité folle, mais ce n'est pas pour autant que je ne les comprends pas, car en tant que fan d'animé, j'ai moi-même pu entendre des réflexions du genre non mais attends, tu regardes des dessins animés? À ton âge? Non mais faudrait penser à grandir mon bonhomme! Des réflexions pleines de bienveillance donc, et bien entendu, dans ce genre de cas, on pète des plombs et t'as envie de prouver que non, les animés c'est pas pour les gamins, et donc dans ce cas le plus parlant, c'est évidemment la violence graphique, donc tu vas chercher les trucs les plus violents que tu connais, parce qu'un tweet comme ça, c'est évidemment toujours plus parlant qu'un tweet comme ça. Ah bah j'avais raison. Eh bien, pas vraiment, puisque le pépin là-dedans, c'est que vanter la pseudo-maturité de quelque chose par son contenu edgy, bah c'est pas une super solution, puisque certes ça ne va pas leur donner une image de truc pour gosses, mais plutôt celle d'un truc pour ados qui se croit trop dark, ce qui en soi est pas spécialement mieux. Ah merde. Mais ne vous en faites pas, j'ai un petit conseil pour vous en exclusivité, si vos proches sortent des jugements de valeur de ce genre, pour les démentir, le meilleur moyen c'est de leur montrer un vrai animé malin qui pourrait leur plaire. Et croyez-moi, je parle d'expérience, maintenant mon père est fan de Vinland Saga et de l'Attaque des Titans. Alors ok, ça prendra plus de temps et ils risquent de refuser, mais au moins vous aurez fait un pas en avant vers eux et vous aurez été plus mature qu'eux comme ça. Ok, bah je vais faire ça. Bref, revenons-en à nos fameux tops. Personnellement, j'y vois surtout une obsession de vouloir trouver du contenu choc à tout prix pour avoir l'air plus mature. Sauf que dire que c'est violent juste pour dire que c'est violent, bah ça sert pas à grand chose. Car si tu regardes ce genre de contenu, dedans on se limite surtout à dire waouh, t'as vu comment c'est trop violent? Mais au final, pourquoi c'est si violent? Comment est-ce qu'on la met en scène cette violence? Et surtout, qu'est-ce qu'elle raconte cette violence? Et bah visiblement tout le monde s'en fout et c'est dommage parce que c'est ça qui est le plus important. Genre par exemple, si on prend cette scène de l'épisode 20 de la saison 4 de Danmachi, elle est violente, ok, tout le monde l'a remarqué, mais si elle est si impactante, c'est parce qu'elle rentre en totale rupture avec le ton plus gentil de l'animé. Parce qu'elle est là pour expliquer le traumatisme du personnage de Ryu qui est traumatisé par cette créature, et vu les dégâts on la comprend. Parce qu'elle rend plus concret le danger plus important que représente la zone qu'il visite, puisqu'en tuant un groupe similaire à nos héros, on a plus facilement peur pour eux. Et surtout parce que ça renforce le propos de l'arc sur le besoin de croire, même face aux plus désespérés, ici face à une mort imminente. Voilà, là en faisant ça, tu développes et c'est plus intéressant. Et encore, c'est assez superficiel, mais bon, on va déjà plus loin que juste dire « Oh comment c'est trop violent et choquant !» Mais le vrai truc qui me dérange là-dedans, c'est que ça limite souvent dans l'inconscient collectif ces animés à ces quelques scènes précises. Par exemple, on connaît beaucoup Higurashi pour son gore extrême, mais beaucoup moins pour la profondeur de certains de ses personnages ou pour son ambiance unique qui a inspiré beaucoup d'autres œuvres. Ou même juste Blood C. Beaucoup ont vu la fameuse scène des lapins, mais l'animé en lui-même, bah peu l'ont vu. Et moi qui n'ai pas vu l'animé, je sais qu'il est violent, mais malgré toutes les vidéos que j'ai vues en parlant, bah je sais pas si l'animé est censé être bon ou mauvais. Et pourquoi ça? Bah tout simplement car on se concentre uniquement sur les scènes choquantes de ces animés sur lesquelles on radote continuellement sans jamais aller plus loin. Alors certains me diront que même si c'est de façon superficielle, ce contenu attire un public vers ses œuvres, ce qui lui permettra de découvrir leur profondeur supplémentaire, donc au final c'est gagnant-gagnant, et dans un sens vous avez raison, sauf que malheureusement je n'ai constaté que très peu de gens allant découvrir ces œuvres après ce genre de contenu. En revanche, ce que j'ai pu constater, c'est des gens qui, après ce genre de vidéos, associent ces animés à l'image de trucs trash et immoraux qui n'ont pour simple but que de choquer et rien de plus, faisant qu'à leurs yeux, ce ne sont que de simples œuvres stupides et toxiques pour ados edgy. D'ailleurs, c'est le même genre d'idées reçues qui font que les gens sont persuadés que A Serbian Film est un film choquant et immoral, alors que pas du tout, mais ça c'est un sujet pour une autre fois, vous n'êtes pas encore prêt pour cette révélation. Pourquoi en avoir fait un secret? Ils peuvent comprendre, ils sont intelligents. Une personne sûrement, mais on fout, on est con, on panique comme une horde d'animaux, et tu le sais. Bref, peut-être que mon avis est biaisé à cause de mon aigreur et que je suis passé à côté de beaucoup de personnes animées de curiosité grâce à ces posts, mais le fait est que de visu, j'ai constaté que ces quelques scènes finissent par être la seule idée que se font les gens de ces œuvres et leur font avoir un avis biaisé d'avance sur cette dernière avec un fort a priori négatif. Mais la question
question intéressante là-dedans, c'est surtout de se demander est-ce que cet a priori est réaliste et surtout est-il justifié? Et bien c'est ce qu'on va chercher à savoir dès maintenant avec le cas que je trouve le plus représentatif de cette situation, à savoir un animé limité à une ou deux scènes réputées comme choquantes et immorales, lui valant une place de choix dans les tops mentionnés plus tôt et une notoriété variant de chef-d'œuvre incontesté à merde infâme. Alors chers compagnons d'infortune, cachez vos bras invisibles et vos inconnus trouvés sur la plage, car aujourd'hui on parle d'un gros morceau, on va parler d'Elfen Lied. Donc, Elfen Lied est un animé de 13 épisodes débuté le 25 juillet 2004 et conclu le 17 octobre de cette même année. Il est adapté du manga de Lin Okamoto, le mangaka derrière Nononono, un manga sur le saut à ski, No Control, Brinkild in the Darkness et Parallel Paradise, que des mangas avec des noms complètement imprononçables. Au niveau de la réalisation, on retrouve Mamoru Kanbe, le réalisateur de I.S. Pure, de The Promised Neverland, de How to Become Ordinary et de Psycho Diver. Au niveau du scénario, on retrouve Takao Yoshioka, le scénariste de Dear S, de Rave Master, de High School DxD et de Horimiya, et au niveau du studio, on retrouve le studio Arms qui a fait Queen's Blade, IS Pure, Imawari et Wannabe the Strongest in the World. On a donc une équipe principalement connue pour Elfen Lied à 2-3 exceptions près, et avec une certaine expérience pour le ecchi, ce qui en dit assez long sur le succès de l'anime qui a éclipsé tout le reste, et sur l'équipe recherchée pour cette série. Mais ne partons pas tout de suite avec des préjugés, et voyons ce que l'histoire nous réserve. Donc Elfen Lied nous raconte l'histoire de Kota, un jeune homme ayant perdu sa famille depuis quelques années et qui va emménager avec sa cousine Yuka avec qui il entretient une relation ambiguë pour ne pas dire qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Après son arrivée, Kota découvre avec sa cousine une jeune fille amnésique sur la plage d'à côté et cette dernière ne communique plus qu'en répétant le même mot qui lui servira de nom pour nos héros, New. Cette New est en réalité une espèce de mutante avec des bras invisibles aux capacités destructrices du nom de Diclonius et elle était retenue captive dans un labo de recherche où elle était torturée dans le cadre d'expériences sur son pouvoir mystérieux. Heureusement pour elle, elle finit par s'y échapper non sans causer quelques dommages collatéraux, mais tombe à la mer après avoir reçu une balle dans la tête causant son amnésie et sa rencontre avec Kota et Yuka. Ces deux derniers décident de l'héberger chez eux sans savoir qu'ils s'exposent aux soldats à la poursuite de New, ou Lucy qui est son vrai nom et le nom qu'on utilisera dans cette vidéo. Ainsi, on suit nos trois loustiques qui vont se retrouver plongés dans un conflit plein de jeunes filles mutantes et de soldats surentraînés qui vont apporter leur lot de violence et de rencontres perturbantes qui forceront Kota à se replonger dans ses traumatismes passés. Alors, comme dit plus tôt, Elfen Lied est un monument dans le paysage de la japanimation. C'est tout simple, il s'agit d'une œuvre culte et il suffit de se balader sur n'importe quel top opening ou blind test sur YouTube pour tomber sur son opening, c'est dire le niveau de popularité du truc. Sauf que contrairement à d'autres animés connus du même genre, lui n'est pas spécialement reconnu pour sa qualité, car là où chez ses confrères, même s'il y a bien entendu une communauté d'aigris bien présente, généralement le consensus demeure que ce sont de très bonnes séries. Mais pour Elfen Lied, les avis sont bien plus mitigés et il est tout aussi simple de trouver quelqu'un qui le considère comme un chef-d'œuvre que d'en trouver un qui le considère comme un immense étron. Donc du coup, une question se pose. Qu'est-ce qui cause une telle division? Et je pense que vous vous doutez de la réponse, le souci réside dans sa gestion de la violence. En effet, Elfen Lied a la réputation d'être un animé terriblement violent et choquant, et il suffit de voir la scène d'ouverture qui est souvent citée comme un exemple de cette violence graphique pour comprendre. Et ce caractère extrême divise les spectateurs en deux clans. Ceux qui adorent et trouvent que ça ajoute de la noirceur et de la profondeur au récit, et ceux qui trouvent ça too much et complètement superflu, voire immoral. Et c'est là qu'on met le doigt sur ce qui oppose ces deux groupes, les deux visions de l'œuvre qui s'affrontent, comme soit une œuvre sombre et profonde, soit une œuvre immorale et edgy pour rien. Et moi là-dedans, je suis un peu d'accord et pas d'accord avec tout le monde. Faire l'inverse de ce que les gens veulent, c'est dans ma nature. Alors tout d'abord, il faut savoir que le regard des gens sur tout ça se concentre sur quelques scènes assez spécifiques, comme celle-ci, ou la fameuse scène du chien dont on reparlera un petit peu après. Et effectivement, quand on voit ça, ça a l'air terriblement choquant. Mais dans les faits, je vais sûrement vous étonner, mais je trouve pas la violence d'Elfen Lied spécialement choquante en fait. Attends, tu veux nous faire croire que ça, c'est pas choquant.
Parfaitement, et ça c'est pour une raison toute bête, bien qu'elle peut paraître assez contradictoire. Le gore n'est pas automatiquement choquant. Effectivement, même si de nombreuses œuvres à la violence graphique visible sont vues comme choquantes, que ce soit positivement ou négativement, ce n'est pas pour autant intrinsèquement lié, puisqu'on peut retrouver des œuvres gore non choquantes, comme Bienvenue à Zombieland ou Deadpool, et à l'inverse, on peut retrouver des tas d'œuvres choquantes mais sans violence, comme par exemple La déchéance d'un homme, BoJack Horseman ou encore Kageki Shoujo, dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Donc on voit bien que même si ça peut participer au choc et à l'impact d'une scène ou d'une œuvre, elle ne l'implique pas forcément. Et ici, certes, on retrouve de la violence graphique bien plus sérieusement mise en scène que dans Zombieland ou dans Deadpool, mais le souci, c'est que cette violence, bien que crue et dans des conditions crues, est beaucoup trop grotesque et exagérée pour être choquante. Je veux dire, reprenez la fameuse scène d'ouverture. On a des jets de sang qui retapissent les murs, des membres qui volent et plein d'autres fantaisies qui ne tiennent la route qu'uniquement car ces meurtres proviennent de Diclonius. Genre sérieusement, ne me dites pas que des scènes comme ça crée du choc. Ça génère du danger, d'accord, de la noirceur, pourquoi pas, mais pas du réel choc, il faut bien plus que du sang et des membres arrachés pour ça. Et le problème, c'est que tout simplement, là, la violence est esthétisée et rendue divertissante, si je puis dire. Donc elle a un but plus distrayante et impressionnante que réellement choquante. Là où une mise en scène moins extravagante et plus concentrée sur les émotions négatives des victimes créerait plus de choc, comme par exemple dans la fameuse scène de Danmachi dont on a parlé plus tôt, dans Dungeon Meshi ou encore dans ReZero. Mais en plus de ça, l'animé il est pas si violent que ça, genre vraiment les scènes violentes on peut les compter sur les doigts d'une main, ce qui en soi n'est pas tant un problème que ça, puisque faire moins de scènes violentes ça permet de renforcer l'impact de ces dernières, mais du coup ça fait qu'on est très loin de l'image d'œuvre ultra violente que l'animé scoltine. Mais après j'ai beau prétendre que le côté choquant n'est pas présent, sauf que la réputation de l'animé montre bien une chose, c'est que même si ces scènes ne m'ont pas marqué personnellement, elles ont marqué les spectateurs qui les ont bien plus retenus que n'importe quel autre de la série, preuve d'une certaine efficacité ou en tout cas d'une certaine nouveauté chez les spectateurs. Car sans jugement de valeur, je pense qu'Elfenlied a pour beaucoup été le premier animé de type horrifique, ou en tout cas aussi graphique, notamment puisqu'il y a peu d'œuvres du même genre dans la Japanimation, ce qui fait que l'impact de ce type de scène est décuplé car elles sont inhabituelles pour ce public. Et parmi elles, on retrouve la fameuse scène du chiot dont j'ai parlé rapidement, et qui est celle que l'on cite systématiquement comme la scène choquante par excellence dans Elfenlied, et qu'on m'a même cité pour souligner l'immoralité de l'œuvre. Donc clairement c'est la scène clé dans les différents avis des spectateurs, ce qui fait qu'on va être obligé de s'y pencher, donc regardons ce que raconte cette fameuse scène. Alors dans cette scène qui se déroule pendant l'enfance de Lucy, notre protagoniste s'amuse tranquillement avec son seul et unique ami qui est un petit chiot tout mignon. Le souci c'est que Lucy a l'habitude de se faire harceler par un groupe d'enfants haïssables au possible, qui, dans leur envie de faire souffrir leurs petites camarades, vont décider de tabasser à mort le chiot sous les yeux de Lucy. Logiquement traumatisé par cette scène, notre Diclonius préféré pète un câble et massacre tous ses camarades, ce qui sera son premier, mais absolument pas son dernier meurtre. Alors déjà, bien fait pour la gueule de ces enfoirés de gosses, et ensuite, vous l'aurez sûrement constaté, ce n'est absolument pas pour rien qu'il s'agit de la scène la plus marquante de la série. Non pas parce qu'elle est spécialement violente car en soi tout est hors champ, mais plutôt grâce à l'impact émotionnel de cette scène. Car en effet, dans ce passage, on assiste à la mort injuste d'un pauvre petit animal innocent auquel on a eu le temps de s'attacher et qui a été montré comme l'unique lueur d'espoir pour Lucy qu'on suit et à qui on s'attache depuis cet épisode. Donc évidemment ça marque et ça perturbe le spectateur, puisqu'on ne voulait pas que ça arrive et puisqu'on savait que ça allait impacter énormément notre héroïne. Là où c'est mort là, voilà, on s'en fout quoi. Ce qui fait qu'en soi, cette scène réussit à être choquante, mais sans réelle violence visible, uniquement suggérée. Bon, sur moi, elle a aucun effet parce que j'ai pas de cœur, mais dans les faits, elle est réussie parce qu'elle suggère au lieu de montrer, et touche émotionnellement sans chercher à divertir à tout prix. Donc au final, Elfenlied n'est jamais plus choquant que lorsqu'il dissimule sa violence, avant de la reclaquer juste après, ce qui fait plus ridicule qu'autre chose, mais bon, visiblement, on peut pas tout avoir. C'est dommage. Mais tout ça, c'est très cool, sauf que la vraie question, c'est à quoi sert cette séquence? Pourquoi avoir tué le pauvre Wouf Wouf, le petit chien? C'est pas son nom, mais moi c'est comme ça que je l'appelle. Ouf ouf le petit chien, mais putain d'en rechercher quoi. Tout d'abord, cette scène a un but pragmatique, puisque depuis le début de la série, on suit Lucy commettre des homicides ou des mutilations diverses et variées, d'ailleurs je ne la pardonnerai jamais pour ce qu'elle a fait subir à Nana. De ce fait, le récit prend le risque rapidement de nous la rendre haïssable, et encore plus avec ce qu'elle inflige à des personnages bien plus attachants comme Nana, et avec ce qu'elle fera par la suite. Ainsi, quoi de mieux pour régler ce souci que de lui donner un passé tragique justifiant sa violence et sa cruauté? Rien je suppose. Rien du tout même, et de ce fait, faire du mélodrame autour du personnage était le moyen le plus simple d'atténuer le ressentiment que pouvaient causer ses actes, et la rendre prétendument plus complexe. Mais ça permet aussi un deuxième truc qui est la même utilité que les autres scènes du même genre, à savoir aborder l'un des sujets de l'animé, et ici il s'agit d'un questionnement sur l'humanité et plus précisément sur ce qu'elle est et sur ce qu'elle implique.
Ouais, grave, j'ai compris la ref et tout. De ouf. Ouais, je me doute bien que dit comme ça, c'est du charabia. Alors reprenons du début, vous verrez, ce sera plus clair. Ça devrait marcher. Donc si on remonte à la toute première scène de l'animé, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on retrouve une fille visiblement très jeune qui est séquestrée par un groupe de scientifiques et de militaires, sauf que cette jeune fille se libère, provoquant la terreur de tous les membres du staff, qui vont tout faire pour l'arrêter, provoquant une mort violente de toutes les personnes qui vont se retrouver sur son chemin, y compris des gens absolument pas hostiles envers elle. À ce moment, nous spectateurs, on se dit logiquement que Lucy est la méchante de l'histoire et que les soldats et les scientifiques sont des bien gentils humains. Car tout nous montre que Lucy est un danger, elle est prisonnière ce qui fait qu'on canalise son danger, elle a un pouvoir monstrueux et incompréhensible et elle tue tout le monde sur son chemin. Et que donc également, eux se défendent puisqu'on a leur point de vue, ils sont terrorisés et ils se défendent complètement des attaques de Lucy. Ce qui fait que dans cette scène, tout est fait pour créer de la peur envers Lucy et de la compassion pour eux, puisque la scène entretient un mystère autour du pouvoir et du visage de Lucy, et cette dernière étant masquée et complètement déshumanisée durant cette scène, ce qui fait qu'on part avec des principes moraux très clairs, les Diclonius sont des monstres et les humains sont des gens sympas. Sauf que la suite de la série va prendre ses repères complètement à revers, et ce assez rapidement. Ben voyons. Tout d'abord, ça va passer à travers l'apparition de nos deux héros qu'on aurait presque oubliés, Kota et Yuka, qui, je le rappelle, vont héberger cette chère Lucy, faisant que nos protagonistes sont de son côté et donc vont apprendre à la connaître en vivant avec, ce qui, si vous ne vous appelez pas Jet, devrait vous faire apprécier le personnage et donc revoir votre jugement sur elle. C'est vraiment ton prénom, Jet? Ou tes parents ne devaient pas t'aimer? Ouais, enfin, à ta place, je la ramènerai pas trop, tu t'appelles spectateur, je te rappelle. Oui, c'est bien ce que je dis. Je m'appelle spectateur, mes parents même pas. Ouais, bref, cette empathie pour Lucy va rapidement s'accroître lorsque dès le deuxième épisode, un soldat surpuissant mais totalement inhumain nommé Bando va se lancer à sa poursuite pour prendre son pied en tuant une gamine. Et ce Bando, c'est pas un type très sympa puisque son kiff c'est de massacrer des gens, et pour ça, il n'hésite pas à menacer la vie de ses coéquipiers sans aucun remords et en les traitant de fiottes. Donc clairement, ce mec n'est pas un bon bougre, ce qui fait qu'à ce moment, on est censé se questionner sur le réel bien fondé des actes de l'organisation, ainsi que sur leur humanité, faisant qu'on réenvisage la situation initiale, plus comme de la légitime défense de Lucy et de la monstruosité des scientifiques, retournant complètement la boussole morale qu'on avait jusqu'ici. Par conséquent, avec ce personnage violent, l'anime vient questionner ce qui fait l'humanité, puisque dans ce dernier, on retrouve des humains qui agissent monstrueusement par plaisir, et des non-humains qui agissent monstrueusement par réaction. On se demande donc qui est le vrai monstre là-dedans, car si on y réfléchit, Lucy n'agit violemment dans l'anime qu'uniquement par réaction au comportement humain, puisqu'elle tue ce qui l'empêche de sortir d'une séquestration qui était probablement très violente quand on voit les personnes qui la maintenaient captive, elle démembre les soldats qui veulent la tuer, elle se défend de Nana qui est au service du labo, même si franchement, s'en prendre à Nana c'est vraiment un comportement de connasse, et elle massacre les gamins qui la harcelaient et ont tué son seul ami. Bref, il y a tout un tas d'exemples du même genre dans l'anime. Ce qui fait que chaque fois, la violence de Lucy n'est qu'une réaction face à la cruauté et la monstruosité humaine qui, elle, l'a transformée en monstre qu'elle n'était pas à l'origine. Chose qu'on peut constater face à ce que devient Lucy quand elle est amnésique et élevée par des figures positives que sont Kota et Yuka, ou encore avant son harcèlement où elle était parfaitement inoffensive, montrant que c'est l'homme qui a créé la monstruosité par sa propre monstruosité. C'est une putain de tragédie. Certes, mais ce n'est pas pour autant que l'anime valorise ou minimise ses actes, puisqu'elle s'attaque dans le lot à des personnes profondément bonnes ou en tout cas profondément innocentes. Comme par exemple la secrétaire de la première scène, comme par exemple ces gens dont je ne vous dévoilerai pas l'identité dans les derniers épisodes, ou encore, et par pur hasard, Nana. Des actes qui apparaissent comme une réponse à ce qu'elle a subi avant et qui l'a perverti, mais qui demeurent tout de même cruels et ignobles, la faisant apparaître comme un monstre au même titre que tous ces beaux salopards que la série nous offre. Et cette monstruosité va créer un paradoxe avec l'empathie qui se crée progressivement pour elle, alors que son autre facette va effrayer, voire terrifier le public, à l'instar de ce que Kota et Yuka vont vivre en sa compagnie, puisque eux aussi vont découvrir les deux facettes de Lucy, celle qui est innocente et victime, et la tueuse monstrueuse. Et c'est là qu'intervient un autre sujet de la série, le pardon. Je vous pardonne. Comme on vient de le mentionner, Lucy a fait du mal à pas mal de monde dans la série, et certains d'entre eux vont être confrontés à un certain choix, pardonner ou punir Lucy. Prenons l'exemple par pur hasard de Nana. Cette dernière, sous l'influence de l'organisation, va se battre contre notre héroïne, puis finir comme ça. Oh ouais, pas cool. Une fois sauvée et libérée, elle retombera sur sa némésis contre qui elle est terriblement en colère et on la comprend. Sauf que juste avant, elle va faire la rencontre de Mayu avec qui elle se liera d'amitié parce que Mayu est trop sympa. Sauf que pas de bol, Mayu est pote avec Lucy et pire que tout, Lucy a une famille qui est prête à la défendre coûte que coûte. Ainsi, un dilemme va se poser pour Nana.
Se venger de Lucy pour la faire payer quitte à arracher à sa famille et à sa nouvelle amie celle qui tient tant pour eux, ou lui pardonner malgré ce qu'elle lui a infligé et ce qu'elle pourrait encore faire. Une question épineuse qui va s'accentuer lorsqu'elle découvrira la bipolarité de sa rivale et donc la complexité de son cas. De là, que faire? La pardonner ou pas la pardonner? À cette question, Nana trouvera une sorte d'entre-deux en rejoignant la petite famille tout en gardant un œil sur Lucy. Donc elle croit en la potentielle bonté de New, mais n'oublie pas, elle ne pardonne pas ses méfaits et ses mauvais côtés. En gros, elle lui laisse une chance de rédemption. Et ça, c'est parce que Nana est un ange tombé du ciel. En revanche, à l'inverse, Lucy, face au même choix dès le départ de l'animé ou encore dans son flashback, prendra la décision opposée, s'enfonçant toujours un peu plus dans la haine et dans la violence. On a donc d'un côté Nana qui est super sympa, trop choupi et qui laisse une deuxième chance, ce qui montre une image positive de laisser une chance de rachat sans pour autant excuser sans raison ni rédemption, et de l'autre côté on a Lucy qui est une psycho lunatique qui veut absolument se venger, montrant une image négative de la vengeance froide et inhumaine. Et là, toutes les bases sont posées pour le dilemme final de Gotha qui sera confronté plus ou moins au même choix, mais ça je vous laisse le découvrir vous-même. Oh, génial. C'est très gentil à vous. Et tant qu'on est là-dessus, parlons de l'autre Diclonius que l'on suit dans cette histoire et qui, vous allez le voir, n'a rien à voir avec Lucy. Je parle bien sûr du meilleur personnage de l'animé, du personnage le plus attachant, de celle avec qui je vous rabâche les oreilles depuis le début, je parle bien entendu de Nana. Alors Nana, c'est un cas assez particulier parmi les Diclonius, car comme vous l'avez sûrement remarqué, contrairement aux autres membres de son espèce que l'on croise tout au long de la série, elle n'est absolument pas hostile envers les êtres humains, ou en tout cas elle s'y refuse. Car en effet, si on s'attarde un petit peu sur les Diclonius que l'on croise dans la série, on a d'un côté Lucy qui est très violente, Mariko qui est très violente, ou encore elle qui a pas de nom mais qui est juste là pour tuer. Là où de l'autre côté on a Nana qui n'attaque que Lucy parce qu'elle croit que c'est nécessaire, et essentiellement car elle obéit au professeur Kurama qu'elle voit comme son paternel. Donc globalement, on voit bien que même si l'agressivité de ces trois autres demoiselles est justifiable, Nana, elle, est différente de ses homologues et on peut en tirer plusieurs interprétations. Premièrement, Nana est une victime. T'es sûr que t'aimes bien le perso? Mais oui, t'inquiète, laisse-moi t'expliquer. Alors en fait, Elfen Lied peut assez facilement être perçu comme un animé qui parle de la condition de la femme. Car en effet, quand on y réfléchit bien, cet animé c'est l'histoire de mutantes uniquement féminines qui vont subir la menace d'un groupe d'individus majoritairement masculins qui vont essayer de les rendre plus dociles et de les asservir. Cette distinction entre ces deux groupes majoritairement masculins et féminins crée inévitablement une image de société patriarcale qui maintient une pression sur les femmes pour les rendre plus dociles. La preuve, c'est qu'on nous met clairement du point de vue des Diclonius qui sont montrés comme plus complexes et plus humaines que les soldats sadiques et cruels qui sont face à elles. Et justement, dans cette dynamique, on peut ajouter que chaque personnage féminin ayant été recueilli par Kota et Yuka incarne une forme de réaction face à ces oppressions. On a Lucy qui incarne la rébellion violente puisqu'elle tue tous ceux qui s'opposent à elle, on a Mayu qui incarne la fuite puisqu'elle fugue de chez elle, et enfin on a Nana qui incarne la soumission, un cas que nous allons évidemment développer plus en détail dès maintenant. Donc Nana, c'est une gentille petite Diclonius séquestrée par l'organisation, et les membres de cette dernière vont lui faire subir de multiples expériences et autres tortures pas fifolles. Sauf que notre chère Nana tient le coup puisqu'elle est sous la tutelle du docteur Kurama qu'elle voit comme son tendre paternel. Mais ce dernier profite de cet état d'esprit pour la rendre plus docile aux expériences et la soumettre à tout ce qu'on lui demandera de faire, y compris de tuer quelqu'un. C'est abominable. C'est sûr, mais c'est pas tout, puisque dans la foulée, Nana va payer très cher sa soumission et sa faiblesse en finissant démembrée par Lucy et achevée par son propre père à la fin du 4e épisode. J'ai sommeil. Papa, Qu'y a-t-il? au revoir, papa. Donc on voit clairement que Nana est une figure de docilité et de soumission, chose qu'elle paiera malheureusement très cher. Sauf que cette dernière ne mourra pas comme ça, non ce serait bien trop triste, car son papounet chéri va lui sauver la mise en lui créant des prothèses et en la libérant discretos pour la laisser vivre sa vie pépère, histoire de la contraindre à une émancipation forcée pour apprendre à vivre seule et libre, une liberté qu'elle n'avait jamais connue de toute sa vie, lui permettant de nouer de vrais liens avec des personnes qui ne la manipulent plus et de prendre seule ses décisions sans plus personne pour les lui imposer, comme avec la vengeance qu'on a pu mentionner plus tôt, qui est d'ailleurs symboliquement une décision qui ne touche qu'à son propre ressenti. Ainsi, on a l'image d'une fille soumise qui, libérée d'hommes manipulateurs, a pu s'émanciper et devenir une femme libre.
Du côté du papounet d'ailleurs, c'est pas mal non plus, puisqu'on n'est pas sur un blâme complet des hommes, car le docteur Kurama va s'attacher de plus en plus à Nana, la considérant presque comme sa vraie fille, justifiant sa décision de la sauver malgré sa prétendue inutilité. Et suite à ce signe de bonté, l'anime va beaucoup développer sur la paternité du docteur, et notamment sur la perte de sa fille, expliquant un peu son comportement avec Nana, qu'il devait sûrement voir comme une projection de sa fille disparue. Et ce développement trouvera son aboutissement lorsqu'il prendra ses responsabilités de père en sauvant Nana et en restant avec sa fille jusque dans la mort, le faisant passer de faux père cruel et manipulateur à véritable père responsable et aimant grâce à l'humanité de sa fille de substitution. C'est beau quand même. C'est même magnifique si tu veux mon avis, mais du coup on voit bien qu'on peut retrouver une forme d'évolution positive même chez une figure masculine dès que cette forme de relation utilitaire disparaît au profit d'une plus saine, puisque dès que l'amour du docteur devient réel et non plus simulé, Nana peut prendre son indépendance et le docteur devient un vrai père aimant. Et c'est quelque chose que l'on retrouve plus globalement chez nos trois personnages que j'ai pu citer plus tôt, puisque chacune d'entre elles va trouver une forme d'épanouissement et de progression chez Kota et Yuka, où la figure féminine et la figure masculine sont sur une forme de pied d'égalité, à l'opposé total de leurs anciennes familles où ce n'était clairement pas le cas, puisque Lucie était juste vue comme une mère reproductrice, Mayu était violée par son beau-père et non crue par sa mère, et Nana était manipulée par son père adoptif. Donc clairement, on voit que dans une forme de micro-société égalitaire, les personnages évoluent positivement, ce qui montre que l'anime pointe surtout du doigt la société et les mœurs comme responsables de tout cela, et non pas uniquement les hommes. Une chose qui s'amplifie par le fait que le docteur n'agissait qu'à contre-cœur sous les ordres inhumains du patron Kakuzawa, qui n'hésite pas à manipuler et à malmener ses employés. On voit donc qu'au-delà d'hommes malveillants, c'est surtout une société et un pouvoir centré sur le profit et l'utilitarisme qui est montré par l'anime comme la source de tous ces problèmes. Car cette société incarnée par l'organisation pousse les hommes à être impassibles et prêts à toutes les violences possibles comme on peut le voir à travers les soldats et les scientifiques, et les femmes à n'être que de simples machines à procréer dociles comme on peut le voir à travers le fait que l'organisation pousse les Diclonius à procréer pour donner naissance à d'autres qui seront uniquement à leur service. Par conséquent, on voit bien qu'au-delà d'une simple diabolisation des figures masculines, le but premier de l'anime est d'encourager à fuir et à s'opposer à ce genre de système malveillant. En tant que socialiste, j'adhère à cette idée. Eh bien, figure-toi que ça ne m'étonne pas, et justement, dans la lignée de ce qu'on vient de voir, je préfère ma deuxième interprétation à l'utilité de la bonté de Nana, à savoir le fait que cette dernière est un modèle à suivre, car comme mentionné plus tôt, l'anime parle de l'humanité et de ce qui fait ce qu'elle est, et justement, pris par ce prisme-là, le personnage de Nana a un rôle bien plus important que celui que l'on vient de voir, et c'est ce que je vais essayer de vous prouver dès maintenant. Allez-y, j'écoute. Envoyez les infos. Donc si on reprend ce qu'on vient d'aborder, Nana a subi d'importants sévices physiques et psychologiques durant sa captivité. Cependant, malgré ce qu'elle a pu vivre, elle est restée gentille et profondément non violente avec les responsables de son vécu, que ce soit pendant ou après sa séquestration. Par exemple le docteur Kurama qu'elle considère toujours comme son père malgré sa manipulation, les soldats dont il y en aura un avec qui elle va se lier d'amitié, et même Lucie qu'elle va épargner comme on a pu le voir plus tôt. Ainsi, on constate une réelle bonté et un profond pacifisme chez elle, qui s'oppose à d'autres personnages de l'anime qui, eux, se laissent totalement gagner par la rancœur et la violence, comme par exemple Lucie ou encore Mariko, puisque Nana, elle, n'entretient que peu d'animosité envers ses bourreaux, tout en répandant autant que possible le bien autour d'elle. Et justement, c'est en faisant le bien autour d'elle que Nana va changer et aider les gens qu'elle côtoie, et ça c'est surtout visible à travers le cas d'El Famoso Dr Kurama. Car en effet, si vous vous rappelez ce dont on a parlé il y a très peu de temps, Kurama, suite à l'amour et à la confiance que va lui vouer Nana, va décider de la sauver, ce qui réveillera en lui un instinct paternel enfoui, qui le poussera à sauver la situation dans les derniers épisodes, en rejoignant sa fille et en apportant enfin à Nana l'amour qu'il lui fallait et qu'elle désirait tant. Donc grosso modo, grâce à sa bonté, Nana va raviver l'esprit paternel de son père de cœur, et ce ne sera pas le seul à subir ce genre d'évolution grâce à Nana, car on retrouve également le personnage de Mayu à qui elle apportera une amitié et un soutien psychologique inestimable, ou encore le fameux soldat Bando qui adore massacrer ses ennemis par plaisir, et qui, touché par le geste de Nana de l'épargner, va accepter de collaborer avec elle, lui faisant percevoir une nuance inconnue chez les Diclonius, participant à son humanisation progressive, qui avait elle aussi commencé avec sa rencontre avec Mayu. Ainsi, Nana, par sa gentillesse, va participer à réveiller le peu d'humanité tapi au fond de cette brute sanguinaire. Donc avec ces exemples, on constate clairement l'impact positif des actes de Nana sur son entourage, un impact qui va également l'aider elle, qui sera totalement récompensée par son humanité, puisqu'en effet, après sa libération du laboratoire, Nana va se retrouver seule et sans le sou malgré la liasse immense de billets de banque qu'elle a avec elle, puisqu'elle sera incapable de comprendre les règles d'une société qu'elle n'a jamais connue, à tel point que ne sachant pas utiliser les billets de banque qu'elle a avec elle, elle décidera simplement de les brûler pour se réchauffer. Je n'ai pratiquement pas de points d'intelligence dans mes stats. Mais
tout va rapidement s'arranger grâce à son caractère amical, puisqu'elle va rapidement se lier d'amitié avec notre chère Mayu, qui lui expliquera gentiment ce qu'elle a à savoir, genre par exemple comment utiliser de l'argent, et lui permettra de rencontrer sa nouvelle famille adoptive. De plus, grâce à sa capacité à pardonner, elle va pouvoir rejoindre la famille de Mayu en ne tuant pas Lucy, ou encore grâce à l'amour inconditionnel qu'elle a voué à son père adoptif, elle finira par obtenir l'amour et la reconnaissance de ce dernier qu'elle désirait tant. Alors certes, il ne lui arrive pas que du positif, genre par exemple sa rencontre avec Lucy devant sa nouvelle famille, ou encore la mort de Kurama sont de sacrées épreuves pour elle, mais ces événements sont soit des vecteurs d'évolution chez elle, comme par exemple sa rencontre avec Lucy qui lui permet de savoir pardonner, et la mort de Kurama qui lui offre l'amour et la reconnaissance qu'elle voulait lui permettant d'enfin vivre pour elle-même, soit ils sont minimes par rapport au reste des événements qui lui permettent de survivre et d'obtenir une situation familiale stable. Donc grosso modo, l'anime récompense Nana de sa bonté en lui permettant grâce à elle d'atteindre une vie stable et meilleure, ce qui n'est clairement pas le cas des personnages qui, eux, ont cédé à l'appel de la violence, comme par exemple Lucy, où ses erreurs lui reviendront en pleine face, la privant de son happy ending. Je ne vais pas te donner ce happy end. Je te le donnerai pas. Tu vas devoir vivre avec la saloperie que tu as faite. Ainsi, Nana apparaît comme un personnage qui, malgré la cruauté et la violence à laquelle elle a été exposée, a préféré répondre par le pacifisme et la bienveillance pour demeurer une bonne personne dans ce monde rempli d'individus mal intentionnés et pour permettre aux gens d'eux aussi s'améliorer, transmettant de ce fait l'idée que la bonté et l'humanité sont des attributs qu'il faut entretenir et faire valoir dans un monde de plus en plus inhumain, ce qu'on voit bien dans l'opposition entre Nana et les autres personnages, mais surtout entre Nana et Lucy, et justement c'est pour ce rôle dans l'histoire que je considère Nana comme la clé pour comprendre Elfenlied et son usage de la violence. Ah ouais, carrément. Et ouais, carrément, car comme j'ai pu vous l'expliquer au début de cette vidéo absolument pas trop longue, Elfenlied est un animé qu'on aime caractériser de violent et de choquant. Et comme on a pu le voir, on retrouve effectivement beaucoup de sang, de violence et de personnages qui commettent ou tentent de commettre des actes ignobles tels que le meurtre, le viol, la torture ou encore la séquestration. Sauf qu'au milieu de cet univers merveilleux, on retrouve Nana qui, elle, malgré sa force et son indiscutable capacité à massacrer n'importe qui, ne fait rien d'horrible et de violent et transmet le message profondément positif et optimiste que oui, on peut faire naître de la bonté au milieu de cette cruauté. Et c'est là qu'est tout l'intérêt du personnage. Nana montre par son importance et son attitude qu'il y a quelque chose au-delà de la violence et de la cruauté, et par extension qu'Elfenlied ne propose et ne dépend pas qu'exclusivement de cette violence. Car au contraire d'un Serbian film que j'adore, mais qui présente un propos profondément nihiliste rendant inéluctable cette plongée dans la violence, Elfenlied propose une porte de sortie en montrant que Nana, elle, a pu sortir de tout cela et que donc il n'est pas obligatoire de suivre la voie meurtrière de Lucy. C'est beau ce que tu dis. Ainsi, si l'on revient au problème de la violence dans Elfenlied, il est vrai que cette dernière est très mal gérée dans la série, car elle est beaucoup trop exagérée et bien trop peu subtile pour fonctionner. Sauf qu'elle est clairement nécessaire pour créer un cadre violent et dur qui va montrer un au-delà à cette dernière en contraste. Et l'ironie là-dedans, c'est que c'est justement lorsqu'on sort de la violence crue que l'animé est le plus réussi, comme avec le personnage de Nana, les scènes les plus choquantes qui sont clairement celles où on voit le moins de violence, ou encore l'ambiance. Juste l'atmosphère de cet animé est complètement folle. Autant la violence rate complètement son intention de perturber les spectateurs, mais l'atmosphère, elle, transforme complètement l'essai. Que ce soit à travers le rythme très lent de la série qui pose un certain effet dérangeant, ou encore par le mixage de registres entre le faux slice of life romantique et coloré dans les scènes entre Kota et Yuka et l'horreur du labo scientifique avec ses couleurs froides et ses personnages très fermés, mais surtout à travers la musique. Bon Dieu que la bande-son de cette série est réussie, avec ses chœurs sinistres, son tempo lent et solennel, et ses sons de cloche qui posent vraiment une ambiance très lourde et malsaine, vraiment atypique, qui est sûrement le truc qui m'est le plus resté après le visionnage de cette série. Genre vraiment, écoutez-moi ça! Pardon.
Bref, au final, Elfen Lied c'est bien plus qu'un simple animé gore et choquant fait pour des ados edgy, c'est en réalité une série qui a une ambiance marquante et qui a le talent de transmettre son message et son récit par un jeu entre le graphique et le non graphique, et ça, je trouve ça super cool. Et franchement, cette conclusion me surprend énormément, puisque lorsque j'ai commencé à écrire cette vidéo, je comptais dire du bien, mais surtout du mal de cette série. Parce qu'en fait, ça ne s'est sûrement pas vu au cours de la vidéo, mais j'ai pas spécialement adoré Elfen Lied. Il y a même d'ailleurs un paquet de trucs que je trouve profondément ratés dans cette série, comme le fanservice grossier et inutile, l'humour très nul dont certaines scènes tournent autour de la pisse, j'ai jamais vraiment compris où était la blague, l'inceste qui, j'ai pas besoin d'expliquer, est vraiment nul, la romance soporifique au possible, les facilités scénaristiques, les instants un petit peu nombrilistes de la série qui se prend pour plus que ce qu'elle est, la fin qui n'en est pas une, ou encore nos deux personnages principaux qui sont transparents comme pas permis, avec juste un rôle de soutien pour les personnages plus importants et qui sont très en retrait dans l'intrigue centrale, ce qui fait que quand ils sont à l'écran, on a juste envie de passer rapidement à la scène suivante. Et c'est justement de tous ces problèmes que je voulais vous parler dans ma vidéo. Sauf qu'au final, au fil de l'écriture de cette dernière, elle a fini par prendre une tournure assez inattendue, où finalement je me suis rendu compte que j'aimais bien Elfen Lied. Alors bien entendu, ça ne retire pas tous les défauts que j'ai pu citer, et qui sont bien présents et assez nuisibles pour qu'on puisse vraiment ne pas aimer la série, voire la détester complètement, mais Elfen Lied c'est aussi un animé qui a sa part d'intelligence, et je pense que c'est tout aussi important de la mettre en avant. Et au final, moi qui étais assez mitigé sur la série sans vraiment savoir ce que j'en avais pensé, cette vidéo m'aura permis de finalement trancher sur mon opinion et de découvrir que je trouvais qu'Elfen Lied était plutôt pas mal en fait. Alors, c'était super, hein, mais en quoi est-ce que ça a un rapport avec notre histoire? Eh bien tout simplement, avec tout ce blabla, on constate que bon ou mauvais, Elfen Lied a au moins l'intérêt de ne pas laisser indifférent et d'être source de débat encore 20 ans après sa diffusion. Ce qui prouve qu'il a marqué les gens et qu'il y a un intérêt à se pencher dessus, ce qui est déjà très cool parce qu'il n'y a rien de pire qu'un animé chiant qui n'ose et ne propose rien et où au final on n'en tire absolument rien. N'est-ce pas, Wistorien? Bonjour. Là au moins Elfen Lied ose et tente quelque chose et c'est tout à son honneur. Mais du coup ça nous permet d'enfin répondre à la fameuse question qu'on se pose en introduction, et oui je sais vous l'avez oublié mais ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas et je vais vous la répéter tout de suite, est-ce que ces animés violents ne dépendent pas finalement qu'uniquement de leur violence? Eh bien comme l'indique cette vidéo de plus de 30 minutes, non, absolument pas. Puisque comme on a pu le voir, Elfen Lied, qui est un animé fréquemment réduit à ses scènes choc, propose en réalité bien plus que ça pour le pire comme pour le meilleur, en proposant des personnages développés et des thématiques très intéressantes. Et là, on a exploré ça qu'uniquement avec cet animé-là, mais c'est probablement pareil pour tous, comme par exemple Higurashi qui mélange une esthétique shoujo et une ambiance violente et crasse, pour en créer une unique et représenter l'image d'une vie idéale qui cache une violence dissimulée, bien plus horrible tout en jouant avec les codes de narration à travers ses boucles temporelles. On a aussi Fullmetal Alchemist qui propose un univers riche et original, dans lequel on suit des magouilles politiques haletantes sous fond d'une quête qui questionne directement la morale de nos héros, notamment par cette fameuse scène avec la chimère qui les pose face à un miroir de leurs actes. Ou enfin, et comme dernier exemple, l'Attaque des Titans, qui dépeint une histoire sanglante enfermée dans un cycle de violence aux conséquences à multiples échelles, que nos héros vont chercher à briser tout en faisant face à leurs propres limites morales. Bref, un bon usage de scènes choquantes suit souvent un animé plus riche et plus intelligent qui propose bien plus que ces simples scènes marquantes. Et les mauvais animés, ou en tout cas les moins bons, sont ceux qui se cachent derrière ces scènes pour masquer un manque de fond et faire valoir une pseudo-maturité, comme par exemple avec Mirai Nikki, Redo a Filler ou dans une moindre mesure Corpse Party. Et si vous me croyez pas, vous avez qu'à demander à madame l'experte. Étant une experte en la matière, je peux en effet confirmer cette affirmation. Donc au final, peu importe le niveau de violence d'un animé, il ne faut plus que ce soit un critère d'appréciation ou de valorisation, car peu importe qu'il y en ait ou pas, l'important c'est qu'elle soit avant tout bien utilisée. Alors la prochaine fois que vous parlez de la violence ou du caractère choquant d'un animé, soyez sympa et au lieu de simplement vous contenter de dire que ça existe, essayez de parler de son application ou de ses raisons d'être. Et vous verrez, comme ça, vous serez sûr de bien mieux le comprendre.